On va aborder tout d'abord la table ronde spécifique à la planification spatiale maritime. Et je vais appeler directement sur scène les 6 intervenants de cette première table ronde de la session offshore. Donc, on a Sophie Dorothée Duron, chef du service espace maritime et littoraux de la Direction générale Affaires maritimes, pêche et aquaculture. Bonjour Sophie Dorothée. Nicolas Closset, nouvel adjoint au directeur de l'énergie, à la Direction générale de l'énergie et du climat. Yara Chaktoura, toujours présidente de la commission offshore de France Renouvelable et nouvelle présidente de Siemens Energy France. On va rester avec RTE, avec Régis Boisgrin, que je n'ai pas vu mais qui doit être dans la salle, directeur exécutif groupe Affaires maritimes de RTE. On aura Daniel Cueff, vice-président maire et littoral de la région Bretagne, qui sera avec nous à distance, parce que pour des raisons personnelles et de santé, il n'a pas pu se déplacer à Paris. Et on a Gurvan Alian, qui nous rejoint sur scène, qui est le directeur énergie marine renouvelable de la région Bretagne. Bonjour Gurvan. Et last but not least, on a Florent Augagneur, vice-président de la Commission nationale du débat public, où vous voulez, et président du débat public, la mer en débat, qui portera sur les documents stratégiques de façade et sur l'offshore. Bienvenue à vous tous. Alors, on en plaisantait avec Nicolas Closset, le thème n'est pas hyper original, puisque l'année dernière, on avait déjà parlé de la planification, sauf qu'il n'y avait rien engagé. Il n'y avait rien engagé l'année dernière. La ministre en a parlé tout à l'heure. Elle a indiqué qu'elle avait engagé effectivement l'exercice de planification qui commence notamment par le grand débat public qui porte pour la première fois sous cette forme de débat public et à plus long terme, mutualisé avec l'éolien en mer, sur les DSF et sur la future cartographie des zones propices à terre et en mer pour les futurs projets éoliens en mer. Donc c'est une disposition de la loi APER dont on va reparler. Sophie Dorothée, par rapport à l'année dernière, on était effectivement à se poser des questions sur la saisine, comment on va saisir la CNDP de ce gros sujet. Est-ce que le législateur déjà va rédiger le bon article pour qu'on puisse saisir correctement sur les DSF et sur les zones offshore? Donc la réponse est oui maintenant. Est-ce qu'on peut commencer peut-être par faire un retour sur expérience sur les premiers documents stratégiques de façade? On en a parlé ensemble, ils étaient un peu hétérogènes entre les façades maritimes. Il y avait déjà des zones à vocation éolien en mer. Là, on sait un peu plus ce qu'on veut, puisqu'on voudrait, en sortie de planification, avoir des zones projets sur la base desquelles on peut lancer des appels d'offres offshore plus conséquents, puisque la ministre a reparlé de l'appel d'offres, la volonté de lancer des appels d'offres à 10 gigawatts à partir de 2024-2025. Est-ce qu'on peut faire ce premier retour sur expérience? Et finalement, quelles sont les attentes des acteurs du maritime, des ONG, du public, des élus, puisqu'on a commencé à réfléchir à tout ça, notamment avec la stratégie nationale mer et littoral 2, qui est aujourd'hui toujours en consultation publique sur le site internet des ministères et sur lequel vous avez eu quand même beaucoup de commentaires. Bonjour, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et donc j'ai 3 heures pour ces... Exactement, à peu près. Merci. Donc bonjour à tous, je représente donc la Direction générale de l'aménagement, ça c'était avant, des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Et j'ai effectivement la chance de travailler dans une équipe de 3 ministères qui se sont engagés pour construire une planification nouvelle génération, si j'ose dire, puisque tu as très bien fait de le souligner. La planification, on en parlait la dernière fois, on en a parlé même déjà avant, c'est pas un objet nouveau, vous êtes aussi vous tous déjà impliqués dans des projets de planification, mais je disais que pour le maritime, on est dans une nouvelle méthode de planification. Puisque nous allons engager pour la première fois, à partir en gros de novembre, une planification en mer qui va nous permettre de traiter, si j'ose dire, tous les enjeux de développement économique qui sont une attente de tous les acteurs, que ce soit les
les démarches énergétiques qui sont au cœur de nos échanges aujourd'hui, mais également les enjeux de développement des ports, des développements de la pêche, développement de l'aquaculture, même des usages. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va travailler aussi à prendre en compte l'évolution de ces activités sur le milieu marin, hein, puisqu'on est tenu au niveau européen de pouvoir garantir le bon état écologique des eaux de l'Europe. Deuxième chose. Et puis la troisième chose, c'est d'avoir aussi une nouvelle façon de penser la planification en mer à des échelles de temps qui sont des échelles de moyen et long terme, puisque dans la planification, on va commencer à discuter, on va parler de 2033, mais on va aussi parler de 2050. Donc on va vraiment être sur des échelles de temps qui vont être beaucoup plus longues sur l'ensemble des façades. Donc en fait, chaque façade va pouvoir avoir une réflexion à plusieurs échelles de temps, impliquant l'ensemble des acteurs, c'est ce que tu soulignais, pour pouvoir définir nos objectifs et les moyens de les mettre en œuvre à court et long terme. Sur la partie, si j'ose dire, comment on va faire pour obtenir ça? D'abord, on élabore une stratégie nationale. Elle est en fin d'élaboration. Elle a commencé en 2022, son élaboration, avec l'ensemble des acteurs de toutes les filières, les ONG également, les scientifiques, les services publics, les élus, pour pouvoir définir les grandes matrices. C'est une stratégie courte parce que cette stratégie, il a été vraiment décidé par le gouvernement qu'elle devait s'incarner dans les façades de façon très pragmatique grâce à des stratégies de façade qui vont être élaborées dans les 2 ans qui viennent. Donc, stratégie nationale élaborée 2022-2023, on va l'adopter là à l'automne. Elle est toujours en cours de consultation du public, donc vous pouvez donner votre avis sur cette stratégie. Et à l'automne commence avec le débat public dont il me sera question tout à l'heure, une nouvelle étape, ce qui est l'étape de la planification dans les territoires, qui va elle aussi durer 2 ans, puisque en gros l'objectif c'est d'avoir une vision portée par les acteurs des façades sur les enjeux énergétiques, mais sur les autres enjeux dont j'ai parlé d'ici 2 ans, avec une première étape dont on reviendra tout à l'heure, c'est le débat public, c'est comment on met tous les acteurs autour de la table, y compris les citoyens, et avec des livrables intermédiaires, puisque vous l'avez dit, et je laisserai la parole à mon collègue de gauche, on a des enjeux énergétiques aussi, de pouvoir parler de nos objectifs pour automne 2024. Donc voilà, donc une stratégie nouvelle génération, nouvelles échelles, nouveau pas de temps. Et pour les DSF, l'idée, c'est de capitaliser sur ce qui avait été fait les années précédentes, d'être plus précis et de bien graduer dans le temps avec les acteurs du terrain, comment on va mettre en œuvre tous les éléments qui sont en cours de décision, enfin en cours d'être décidés aujourd'hui. Merci beaucoup. Effectivement, ce qu'on s'est dit aussi, c'est qu'il y avait une certaine variabilité dans la structure, enfin dans le livrable des DSF entre les façades, parce que chaque façade avait aussi la volonté, notamment à l'appui du Conseil maritime de façade, de territorialiser les DSF. Finalement, cette phase-là de territorialisation, elle va se faire un peu en parallèle, puisque évidemment, pendant le débat, il va y avoir un certain nombre d'éléments qui vont être discutés, mais une fois la cartographie un petit peu définie par décision ministérielle, les DSF vont continuer un peu leur vie jusqu'au printemps 2025. Est-ce que tu peux en dire 2 mots ? Donc juste pour vraiment la territorialisation, c'est effectivement un process de 2 ans. Et donc cette territorialisation qui va être matérialisée par quoi? Par une carte d'évocation avec plusieurs cartes qui vont définir des enjeux dans différents domaines, environnementaux, économiques, etc. Et un dire des acteurs sur la façade, ça, effectivement, l'objectif, c'est que les territoires le décident d'ici printemps 2025. Mais il y aura plusieurs étapes sur ce chemin. Et la première étape, qui est l'étape majeure, c'est l'étape du débat public, on y reviendra. Et à l'issue du débat public, donc à l'automne, on commencera à avoir aussi des éléments cartographiques qui seront des briques de cette stratégie de façade, en fait, qui parleront des objectifs en matière de développement des énergies marines, notamment. Donc voilà, donc ça sera plutôt une des briques sur cette étape-là. Mais les stratégies de façade ont bien 2 ans, enfin 1 an et demi en gros pour être élaborées, avec une phase de débat public, puis de la finalisation des concertations avec les acteurs sur la base des rapports qui nous seront transmis, issus du débat public notamment. Donc 18 mois de travail avec des temps forts, débat public et puis discussion sur les objectifs énergétiques.
Alors, la DG AMPA fait partie des maîtres d'ouvrage, sous la bannière État avec RTE. Précédemment, on avait plutôt des concertations avec Garant sur les DSF. Et c'est un challenge à la CNDP, puisque faire venir le public sur les documents stratégiques de façade, c'est pas non plus l'objet le plus glamour sur lequel on puisse discuter, no offense. Mais c'est pas en tout cas ce qui mobilisait le grand public. Ça mobilisait beaucoup les acteurs des CMF, mais un peu moins peut-être le grand public. Quelles sont les attentes en qualité de maître d'ouvrage sur ce débat d'un nouveau genre? Je poserai la même question à Nicolas tout à l'heure, mais quelles sont les attentes pour ce nouveau débat public, ce nouveau type de débat public du côté des maîtres d'ouvrage? Est-ce qu'il y a des publics que vous aimeriez, côté DG AMPA, attirer davantage? On sait par exemple que l'enjeu de la formation maritime, c'est extrêmement important. Est-ce qu'on veut cibler davantage les jeunes? Est-ce qu'on veut en profiter aussi pour faire finalement une vitrine quelque part des activités en mer et faire mieux connaître la mer aux Français finalement? Ouais, de toute façon, et je pense que M. Gagnard le dira mieux que moi quand il pourra s'exprimer, hein, c'est le débat public a finalement deux objectifs principaux. Le premier, c'est vraiment de donner de l'information aux citoyens, d'avoir cette pédagogie sur l'ensemble des politiques qui peuvent être menées par le gouvernement. Donc il y a une vraie dimension d'acculturation, de pédagogie. Et puis il y a aussi des questions auxquelles nous, État, nous avons aussi besoin qu'on nous apporte des visions, des compléments. Donc c'est vraiment ces deux piliers qui vont être importants. Si les précédents DSF n'avaient pas eu de succès du public, c'est simplement parce qu'il n'y avait pas eu de débat public. Et c'est aussi simple, si j'ose dire, que ça. Donc là, l'objectif, hein, c'est d'essayer de voir ce que ça va donner un débat public qui va porter sur 4 façades et comment, effectivement, on arrive à donner de l'information, quel est le bon degré d'information qu'on peut donner au public pour qu'il puisse s'acculturer et donner son avis. Et puis, les grandes questions sur lesquelles on a besoin d'entendre les citoyens, c'est d'abord, évidemment, qu'est-ce qu'ils veulent de leur territoire maritime au sens littoral et au-delà pour les années à venir. Donc, c'est quelle est leur envie de maritime. Première question. La deuxième question qui est centrale, et Nicolas Closset y reviendra tout à l'heure, c'est finalement que pense-t-il des modalités de déploiement de notre politique énergétique dans cet avenir maritime et littoral, et puis où est-ce qu'on met les enjeux aussi et les priorités en matière de protection de l'environnement. Donc en gros, quel est notre avenir? Que fait-on des enjeux énergétiques tels qu'on est en train d'en avoir les besoins définis? Et puis comment protège-t-on aussi l'environnement? Quels sont les attributs prioritaires pour les citoyens? Merci beaucoup. Donc on va passer au voisin de gauche sur la partie énergie et climat. Alors Nicolas, effectivement, les DSF, comme disait Sophie Dorothée, on les connaissait déjà avant. On a passé beaucoup de temps à définir les zones dans le cadre des nouveaux projets, des appels d'offres PPE2. Eux aussi ont fait l'objet de débats publics à proprement parler. Alors c'était avant l'évolution législative, c'était la logique un peu projet par projet. On évolue vers une vision plus alors pas programmatique, mais en tout cas avec des grappes de projets, et plus prospective, on va dire, plus adaptée peut-être aux enjeux, finalement, l'accélération des énergies renouvelables. Qu'est-ce qui est attendu par la DGEC en termes de livrables dans le contenu du débat? Quelle est la matière qui est un peu recherchée? Et finalement, en matière de zone, qu'est-ce qui est recherché par la DGEC pour les futurs projets, idéalement? Parce que, évidemment, il y a encore des modalités à valider et tout ça serait évolutif en fonction de la tenue des débats et des échanges. Alors, merci tout d'abord pour l'invitation. Effectivement, comme tu le disais, on revient au bout d'un an pour reparler du même sujet. En plus, c'est quasiment les mêmes personnes. Alors certains ont changé de poste, mais apparemment ça n'a pas suffi pour s'échapper. Donc on se dit qu'en plus on sera regardé l'année prochaine et donc on a quand même intérêt à avoir des points d'avancement. Il y a une région en plus quand voilà, même, hein, c'est ça. Et pas des moindres. Alors sur le débat public, on ne peut pas dire qu'on part de rien évidemment concernant l'éolien en mer, puisque et notamment depuis 2019, on a quand même enchaîné, parfois en se recoupant les différents débats publics sur les différentes façades, avec des modalités qui étaient différentes évidemment, puisqu'on repartait aussi d'un certain nombre de travaux qui avaient été déjà faits, qui n'avaient pas la même maturité, qui n'avaient pas le même degré de concertation sur les différentes façades. Et donc on a eu des débats publics qui ont déjà été très larges, par exemple en Normandie ou en Méditerranée,
où on avait quasiment, alors en Normandie c'était pas toute la façade, mais c'était quand même une bonne partie de la façade qui avait été mise au débat public. Sur la Méditerranée c'est pareil, on a quasiment la moitié de la façade qui a été mise en débat public avec l'objectif de définir cette fois-ci 2 parcs. Donc on était déjà presque sur un débat de façade programmatique. Et puis on a eu d'autres débats publics qui portaient sur des zones beaucoup plus précises, qui étaient le fruit des concertations déjà menées, donc à la fois en Bretagne où la zone était beaucoup plus petite, et on cherchait aussi une zone plus petite pour un parc flottant, et puis à Oléron, où la zone était encore plus petite, et on a pu observer qu'on a d'une part élargi la zone au cours du débat, et puis finalement, l'État a choisi à la fin une zone qui était en dehors de la zone du débat public. Donc, sans vouloir dire qu'on rentre dans le débat public, on ne sait pas exactement avec quoi on en sort, mais évidemment, les choses évoluent à la fois au cours du débat et après en fonction de ce que va nous apporter le public. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qu'on souhaite, c'est pouvoir identifier les zones qui nous permettront d'atteindre les 18 gigawatts installés, mis en service et raccordés. Alors évidemment, ça ne fait pas de débat pour tout le monde ici, les 3 vents de pair, mais vu que parfois on a la question, c'est pas simplement mis en service et qui produisent bien de l'électricité qui est injectée sur le réseau en 2035. Donc ça veut dire qu'il faut quand même identifier un peu plus de 14 gigawatts supplémentaires pour pouvoir lancer les procédures, les attribuer, commencer les travaux et pour une partie les mettre en service d'ici 2035. Et c'est aussi se projeter sur 2050 et identifier suffisamment de zones pour pouvoir installer les 40 voire 45 gigawatts nécessaires pour atteindre non seulement nos objectifs, mais surtout nos besoins en termes de production électrique. Donc ce qu'on souhaite, c'est que le débat avec le public et les informations qui en ressortiront nous permettent d'avoir des zones qui sont, et c'est là où il faut trouver le juste équilibre entre la zone suffisamment précise pour qu'on sache où aller, et la zone suffisamment large aussi pour qu'on puisse quand même pleinement mettre en œuvre les séquences éviter, réduire, compenser, et s'assurer qu'au cours de la préparation du projet et au cours de l'instruction, on puisse on puisse pleinement, et non pas suffisamment, mais pleinement prendre en compte les enjeux environnementaux et de conciliation des usages. Et donc je pense qu'on peut... il y a eu les travaux, par exemple, qui ont eu lieu sur la façade normande pour la O4, sont un très bon exemple de ce qu'on peut souhaiter avoir en termes de rendu sur des zones relativement précises et beaucoup d'expressions du public qui ont été formulées pendant le débat et qui ont permis d'identifier la zone qui est suffisamment grande pour faire la O4 et donc la O8 qui est en cours. Et qui tient compte aussi évidemment du faisceau de raccordement, mais on y reviendra avec Régis tout à l'heure. Alors hier, il y a eu une réunion organisée par la CNDP, une réunion en ligne sur la restitution de la préparation concernant les modalités du débat, notamment une pré-consultation des acteurs sur ce qu'ils attendent pour le débat. Et on a eu différents enjeux qui ont été identifiés, on y reviendra avec Florent Augagneur, concernant, donc il n'y a pas vraiment de scoop, le bon état écologique effectivement et l'éolien en mer. Concernant les enjeux propres à l'éolien en mer, quels sont ceux identifiés déjà par la DGEC après un certain nombre de débats et de projets qui ont été lancés. Finalement, quelles sont les différences par rapport à il y a 1 ou 2 ans où les enjeux étaient un peu plus larges, voilà, et on mettait tous les enjeux. Est-ce que là, on les priorise davantage? Est-ce qu'on se dit, par exemple, plus d'environnement, la pêche, les coûts avec la facture énergétique et autres? Est-ce qu'il y a des enjeux plus spécifiques organisés par la DGEC, ou alors c'est toujours les mêmes enjeux d'une manière générale? Ça a l'air ennuyeux quand on dit c'est toujours les mêmes enjeux. Non, mais non, on est passionné. On voit au cours des différents débats publics, c'est toujours les mêmes enjeux qui ressortent. Après, ils n'ont pas forcément exactement la même sensibilité selon les façades, on a pu le voir. Mais les enjeux qui remontent sont évidemment ceux liés au paysage et à la visibilité depuis la côte. Donc là, d'une part, la loi a quand même inscrit des bases assez importantes sur le fait qu'il fallait avoir un éloignement minimal et essayer de chercher en priorité des parcs qui se trouvent en zone économique exclusive. Il y a les enjeux environnementaux, évidemment, qui sont présents partout, mais avec des impacts potentiels qui sont plus élevés à certains endroits quand même.
On a vu que par exemple le sujet était beaucoup plus remonté en Méditerranée lors du débat public que sur les autres façades, mais il n'a absolument pas été absent sur les autres façades. Il y a évidemment l'enjeu des activités économiques. Alors sur les activités économiques, il y en a une qui évidemment ressort par rapport aux autres quand on parle de la mer, c'est la pêche. Et donc c'est pareil, c'est venu sur toutes les façades. En Bretagne, il y a eu sans doute beaucoup plus d'expression de la part de la pêche, mais il y en a évidemment eu aussi en Normandie et en Méditerranée. Il y en a peut-être eu un petit peu moins à Oléron. À Oléron, il y avait les enjeux de visibilité, les enjeux environnementaux qui étaient remontés. Mais donc c'est essentiellement ces enjeux-là, et c'est pour ça que le fait d'avoir pour la première fois un débat public et une concertation qui soit mutualisée et qui souhaite prendre en compte l'ensemble des enjeux liés à la planification de l'espace maritime, ça permet bien d'avoir cette vision globale, holistique sur l'ensemble des enjeux et d'avoir une planification qui ne vient pas traiter d'un cas et qui reviendra 2 ans après traiter soit du même cas, soit d'un autre sujet, mais de bien prendre en compte tous ces enjeux de façon simultanée avec un des objectifs majeurs, c'est celui quand même de concilier dans la mesure du possible les usages au même endroit et puis voir si à certains endroits, effectivement, il y en a qui primeront sur d'autres au regard soit de l'enjeu environnemental, soit parce que c'est un parc flottant, on ne pourra pas forcément faire toutes les pratiques de pêche, ou s'il y a des zones de pêche où il n'y aura pas d'usage énergétique. Merci. On a aussi, donc là on discute finalement de la planification, donc il y a les nouvelles dispositions de la loi APER. Il y a aussi une disposition de la loi APER qui permet au ministre en charge de l'énergie d'anticiper, de demander aux gestionnaires de réseaux de transport d'anticiper les travaux de raccordement, donc on y reviendra dans le détail avec Régis. Est-ce qu'on peut dire peut-être 2 mots du groupe de travail qui va être lancé par la DGEC, confié à RTE dans son organisation dans les semaines à venir? On en a pas, enfin, Xavier Piéchazic en a parlé juste avant. L'idée, c'est quand même de pouvoir, au niveau industriel, sécuriser des approvisionnements et de pouvoir être au rendez-vous des 18 gigawatts à 2035, puisque les temps de développement sont assez longs. En quoi va consister ce GT et finalement, qu'est-ce que l'État en attend en particulier pour le compte de RTE? Alors, sur l'atteinte des 18 gigawatts en 2035, la première responsabilité, elle repose sur nous, puisqu'il faut qu'on soit en mesure d'attribuer, enfin d'une part, de faire la planification, d'attribuer suffisamment de parcs pour qu'il y ait le volume pour être installé en 2035. Après, je ne vais pas dire que le rôle de l'État est terminé, parce que c'est loin d'être le cas. Il faudra encore procéder aux autorisations. Mais après, la responsabilité, elle bascule en partie sur le gestionnaire de réseau et sur les lauréats, parce qu'il faudra être en mesure de faire les travaux et de mettre en service suffisamment tôt. Et ça demande un certain nombre d'anticipations. Et pour RTE notamment, j'espère que tu confirmeras ce que je dis ou tu me corrigeras à défaut, de pouvoir anticiper et de pouvoir, sans aller jusqu'à l'uniformisation, mais avoir une certaine forme de standardisation. Et pour ça, on a vu de notre expérience sur la O4 et la O8 des discussions non pas sans fin, puisqu'on a réussi finalement à lancer des appels d'offres, mais en tout cas relativement longues sur les prescriptions techniques qui figurent dans les cahiers des charges concernant les modalités de raccordement. Et donc l'objectif, c'est qu'on puisse avoir une forme qui reprendra un certain nombre d'éléments qui seront ensuite repris dans les conventions de raccordement, sur les niveaux de tension utilisés et un certain nombre de spécifications des raccordements pour que RTE puisse le plus tôt possible procéder dans son schéma industriel aux bonnes commandes. Donc là-dessus, l'État, modestement, a quand même beaucoup moins de compétences que d'une part RTE qui sera en charge des raccordements et d'autre part les producteurs qui feront l'autre bout à partir du poste électrique en mer. Donc c'est l'objectif de ce groupe de travail qu'on va lancer, c'est effectivement de permettre de définir cette annexe technique des cahiers des charges qui permettent de donner de la visibilité en premier lieu à RTE pour ces raccordements et également évidemment aux producteurs, sachant que, et c'est ce qu'avait dit un peu Xavier Piéchazic l'année dernière, ça veut dire qu'il va y avoir un certain nombre de choses qui seront peut-être un petit peu figées relativement tôt pour permettre d'avoir cette visibilité et de pouvoir anticiper au maximum et raccourcir après les schémas de construction et de commande. Sur
La planification, il y a eu des expressions de présidents de région, présidente de région, sur les attendus pour la planification. Daniel QF y reviendra tout à l'heure. Il apparaît à l'écran et on le salue. Par rapport à ces expressions-là, les régions ont manifesté le souhait très fort d'être pleinement associées, alors pas co-maître d'ouvrage, mais pleinement associées à l'exercice, notamment, je pense, du point de vue aussi de ce qui concerne la territorialisation. Finalement, comment le maître d'ouvrage a souhaité, dans la préparation avec la CNDP, associer au mieux les régions dans cet exercice-là, dans la préparation et finalement dans le déroulé du débat, puisque même si une fois le débat démarré, c'est la commission qui coordonne, qui organise et qui décide d'un certain nombre de choses, comment on associe les régions finalement au-delà de la position de dire on vous associe, participez au débat. Je ne sais pas si je répondrai aussi bien aussi que la région Bretagne. Après, on a pu le voir lors des précédents débats publics, la participation de la région, alors elle a pu être d'un point de vue formel différente entre les différents débats, puisque parfois elle a été commaître d'ouvrage, ça a notamment été le cas en Bretagne. Elle n'a pas été formellement dans la saisine pour la Méditerranée, mais les deux conseils régionaux d'Occitanie, alors je ne sais pas s'il faut dire la région PACA ou la région Sud, mais bref. Renaud Muselier n'est pas là, mais il ne faut pas dire PACA, il faut dire Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ont été très présents aussi au niveau des services et au niveau politique au cours des débats. Et la concertation qui est menée sur la façade aussi, elle se fait elle se fait évidemment avec la région. La ministre a d'ailleurs, je ne sais pas si elle en a parlé, je ne crois pas qu'elle en ait parlé explicitement ce matin, mais elle a eu des échanges avec l'ensemble des présidents de régions qui ont une façade maritime, ce qui fait quand même pas mal de régions d'ailleurs sur le territoire métropolitain, puisque on a un besoin réciproque de concertation et de travail entre les régions et l'État au niveau central évidemment, mais surtout au niveau local, que ce soit les services en charge de l'environnement et de l'énergie que sont les DREAL, soit que ce soit les directions interrégionales de la mer ou les préfectures maritimes, puisqu'on a l'ensemble des enjeux qui sont appréhendés sur cette planification maritime. Donc il y a vraiment un travail alors là c'est en multitandem vu le nombre de régions qui sont concernées, mais en tout cas elles ont un rôle important et on a pu le voir notamment en Bretagne, j'en profite vu que vous êtes là, en tant que catalyseur dans la O5 et comme aussi aide ou faiseur de décision, je ne sais pas comment il faut le dire, mais qui ont été pleinement intégrés dans la décision post-débat public. Et puis les régions ont évidemment un rôle majeur sur la partie développement économique à terre ensuite, qui est lié et qui sera amené à se développer très fortement avec l'éolien en mer. Donc l'association est de toute façon naturelle. Merci. Et dernier point, alors qui n'est pas directement spécifique à la planification, au zonage pour l'éolien en mer, mais qui fait partie souvent des éléments abordés dans le débat, qui est un petit peu sur les modalités d'organisation d'appel d'offres, critères d'appel d'offres et autres. Il y a eu une consultation publique de la DGEC jusqu'en juin. On a remis nos copies courant juin. Il y a des éléments de synthèse qui... Alors je regarde Nicolas parce qu'en fait je ne sais pas s'il a eu la synthèse à proprement parler, mais il y a en tout cas eu des expressions. On est plutôt dans une forme de continuité dans l'organisation des appels d'offres. Est-ce qu'on peut s'attendre à des évolutions pour les futurs appels d'offres à partir des extensions ou à partir de l'appel d'offres multi-gigawatts que la ministre a mentionné dès 2024-2025 dans les grandes lignes, sans préempter des annonces ministérielles, par exemple? De toute façon, je ne pourrais pas les préempter puisque on n'a pas encore fait totalement remonter effectivement les propositions qu'on pourrait faire. Mais l'objectif, et la ministre l'avait annoncé, je crois, lors d'un autre colloque sur les énergies marines qui n'était pas fait par vous. Les partenaires, Synergie, effectivement, au mois de juin. L'objectif est effectivement que ce soit intégré dans la mesure du possible déjà pour les appels d'offres, pour les extensions. Et ça a évidemment, et c'était l'objectif d'ailleurs de cette concertation, que ça trouve pleinement sa place dans l'appel d'offres. Alors, d'un point de vue juridique, on ne sait pas exactement si ce sera un appel d'offres ou plusieurs appels d'offres, mais l'objectif, c'est que ce soit 10 gigawatts d'un coup.
Donc, retenons le 10 gigawatts post-débat. Et que ce soit intégré, puisqu'il y avait des questions notamment sur le modèle de soutien et sur la partie complémentaire qui ferait l'objet de contrats d'achat long terme, PPA en français, pour l'achat d'électricité. Que le régulateur aime beaucoup. Voilà. Donc ça fait partie, en tout cas oui, ce sera intégré dans l'appel d'offres multi-gigawatt post-débat. Et ça, dans la mesure du possible, tout ce qui peut être dès à présent intégré, pour les appels d'offres d'extension qui interviendront d'ici la fin de l'année, normalement, ce sera dedans également. Merci beaucoup, mais on y reviendra avec Yara juste après, notamment sur les critères d'appel d'offres et la standardisation des cahiers des charges. Alors Yara, par rapport à l'année dernière, on avait évoqué méthode, volume, délai. Alors on est à peu près constant et logique dans notre position, on est toujours sur les mêmes sujets, mais finalement quels sont un peu les grands enjeux de ce nouveau débat et comment finalement projeter au mieux une planification à la fois spatiale et énergétique pour les filières. En effet, de se retrouver tous ensemble ici aujourd'hui, après un an, pour faire un bilan, c'est intéressant. Donc c'était en effet nos éléments de discussion l'année dernière. On était un peu inquiets sur la méthode, sur le volume et les délais. Clairement, en un an, un certain nombre d'avancées ont eu lieu et on vous remercie. Vous n'avez pas chômé. Et on va revenir en effet un peu en détail sur la méthode qui nous concerne tous, sur ses enjeux et ses livrables. Donc du point de vue de la filière, pour nous, les enjeux là, à l'approche du débat public, ça va être vraiment beaucoup de pédagogie. Ça va être la pédagogie de discuter des enjeux stratégiques que ça va représenter en effet pour la France, tout ce que Xavier Pied-Jazic a rappelé juste avant en début de cette table ronde, sur le climat, sur notre sécurité énergétique en France, sur les enjeux économiques, c'est-à-dire aussi avoir une énergie qui est abordable pour le consommateur, et enfin bien sûr sur les enjeux, on a parlé climatiques, et industriels, notamment en Europe et en France en particulier, ont un certain nombre d'usines déjà aujourd'hui. Les enjeux, pourquoi ces enjeux pédagogiques? C'est que derrière aussi, on aimerait, et c'est un sujet qui revient souvent sur l'environnement, de bien arriver à aussi expliquer la différence entre enjeu et impact. Et je sais que c'est un sujet qu'on a régulièrement ensemble, que vous allez aussi aborder. L'éolien en mer a été un des premiers contributeurs de la connaissance sur la biodiversité en mer aujourd'hui. L'État aujourd'hui a mis aussi plusieurs millions d'euros sur la table pour continuer à développer cette connaissance. Et c'est de bien distinguer que ce n'est pas parce qu'il y a un enjeu, c'est-à-dire une espèce particulière, que nécessairement l'impact de l'activité va nécessairement l'exclure finalement de ce développement. Donc ce travail de pédagogie sur des sujets qui reviennent régulièrement dans les débats publics vont être extrêmement importants. Ensuite, le deuxième sujet, ça va être la disponibilité et la transparence des données, notamment celles dont on a parlé sur l'environnement, celles aussi relatives à la pêche, de telle façon justement à avoir un débat qui soit le plus ouvert possible et qui soit aussi à un pied d'égalité sur l'ensemble des activités économiques et environnementales en mer, qu'il va falloir discuter et finalement un petit peu balancer un certain nombre d'enjeux et de compromis. Et c'est là où en fait, dans la pédagogie, et je reviens toujours à ce mot-là, il va falloir arriver à expliquer au grand public les options auxquelles ils sont confrontés. Et ce n'est plus est-ce qu'il faut développer l'éolien, qui était toujours la question sur laquelle le Comité national du débat public est obligé de poser, l'opportunité. La question maintenant, même si vous devez la poser, elle n'est plus là, c'est plus le si, c'est plutôt le comment et sous quelles conditions. Et arriver à expliquer aux différentes parties prenantes que chaque décision va avoir un impact. Si on les met à plus de 40 km des côtes, est-on prêt à payer pour la communauté? Est-ce que la communauté est prête à payer? Si on ne veut absolument pas toucher au parc naturel marin, la conséquence, c'est qu'il n'y en aura plus en Méditerranée et donc ça sera ailleurs. Est-ce que la zone Méditerranée veut de l'industrie et de l'emploi associés à cette filière? Donc, vous allez avoir tous ces équilibres qui vont apparaître et arriver à expliquer ça au grand public et aux parties prenantes, ça va être ce plus gros enjeu. Là-dessus, France Renouvelable et le syndicat des énergies renouvelables a justement voulu mettre en avant un certain nombre de cartographies pour permettre de commencer cette pédagogie, sachant que du point de vue de la filière, tant que c'est techniquement faisable, et je pense que pour Régis, ça sera la même chose, ce n'est pas à nous de faire le trade-off. Mais tant que c'est techniquement faisable, on peut vous installer des 50 gigawatts ou les 40 ou 50 gigawatts
là où vous le souhaitez, pourvu que, en effet, ça soit maximiser le bénéfice pour la communauté dans l'ensemble et aussi l'emploi, l'industrie et idéalement aussi un prix abordable pour le consommateur. Donc ça, c'est un des... Voilà les enjeux. Je ne sais pas si tu veux qu'on revienne sur les livrables. Bah si, mais je vois que vous connaissez les questions. Sur les livrables, donc on a fait le tome 1, 50 gigawatts d'éolien en mer à 2050. On l'avait publié en décembre 2021, après Futur énergétique 2050, notamment en réponse, en disant bah voilà, on peut décliner avec 50 gigawatts à 2050. Nicolas disait entre 40, 45, bon voilà. Ce sera décidé notamment par le Parlement peut-être ou au niveau réglementaire dans les mois à venir. Finalement, le tome 2, c'est la cartographie. Et donc là, est-ce qu'on peut rappeler un peu le travail qu'on a fait avec le syndicat des énergies renouvelables et qu'on compte verser au débat sous une forme ou une autre, qui nous appartient encore de définir, mais finalement, comment on souhaite presque apporter un modeste éclairage au public par rapport au champ des possibles. Donc en effet, c'est petit spoiler pour peut-être des... Teasing pour les publications de fin d'année. Ça faisait partie des débats de méthode qu'on a eu depuis un an avec les services de l'État notamment et puis maintenant avec la CNDP. Ça nous paraissait depuis le début important d'entrer dans le débat avec des éléments cartographiques, contrairement à ce qui a été fait dans le passé où on demandait aux gens où est-ce que vous voulez les mettre. Débat assez large, assez ouvert qu'on a vu sur les façades ou certaines façades comme la Normandie, qui donne une première étape, mais jamais suffisamment précise pour finalement permettre d'avoir le résultat espéré pour les volumes que nous regardons. Donc nous sommes attelés à appeler le rapport 50 gigawatts en 2050. On avait donné des fourchettes par façade, estimatives, à partir d'un certain retour d'expérience quand même de nos adhérents, à regarder en détail qu'est-ce que ça voulait dire, et en effet selon différents scénarios. Si vous vouliez faire le moins cher possible, voilà ce que ça donnerait. Si vous vouliez faire la protection de l'environnement maximale, voilà ce que ça donnerait. Si vous vouliez vous mettre le plus loin possible des côtes, voilà ce que ça donnerait. Et on en voit à chaque fois les conséquences. Donc on a tiré en fait des cas un petit peu extrêmes des cartographies pour voir un petit peu les conséquences que ça pouvait engendrer, soit d'un point de vue, bien sûr, organisation territoriale, et donc potentiellement industriel et niveau économique emploi, soit d'un point de vue économique, en tout cas d'un point de vue qualitatif, et commencer à aborder ces enjeux. Et donc on en revient toujours à ce sujet, c'est en termes de livrables du débat, nous attendons des cartes précises qui soient directement utilisables pour lancer les appels d'offres, de ces 10 gigawatts pour commencer, puis déjà une cartographie précise mais optionnelle, révisable dans les prochains exercices de DSF jusqu'à 2050, ce qui est fait aussi par certains de nos voisins, de telle façon à avoir un premier blueprint jusqu'à 2050 également. Est-ce qu'on peut détailler un petit peu sur les hypothèses techniques? On avait pris, effectivement, c'était calé aussi sur les paliers de raccordement, qui ont entre-temps aussi évolué, notamment sur la base de la l'AO4, la l'AO8. Sur la densité énergétique, on en discute beaucoup, c'est un enjeu de la densité énergétique sur les façades maritimes. Selon certaines façades, davantage par rapport à d'autres. Est-ce qu'on peut rappeler un peu les ordres de grandeur, 1 gigawatt, X kilomètres carrés, ce genre de choses? Alors c'est vrai qu'on avait commencé des zones qui permettaient d'être de l'ordre de 1,2 gigawatts, comme on a commencé sur la AO4, AO5, AO4, AO8. Et puis, en effet, RTE travaillant déjà à des paliers de 2 gigawatts, on essaye de s'adapter en fonction de cela. Et on était sur un ratio initialement de 1 gigawatt sur 200 km² maximum, de telle façon à ensuite avoir en effet un peu la latitude d'appliquer la séquence ERC une fois la zone connue. Ça ne veut pas dire bien sûr que l'implantation sera exactement sur 200 km², mais ça permet en effet d'avoir une idée, ce qui fait que les 50 gigawatts qu'on avait nous estimés représentaient un espace de l'ordre de 2,7% de l'espace maritime français métropolitain, ce qui nous paraissait finalement en proportion de l'espace maritime total acceptable en termes d'allocation, sachant que c'était pour des usages non exclusifs. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on demande. Avec plus ou moins de facilité, si c'est de l'éolien flottant ou de l'éolien posé, effectivement, parce que sur l'éolien posé, depuis le début, on a fait en sorte de faire des parcs pêchants notamment, dans lesquels on puisse naviguer. Et je salue les représentants des pêcheurs qui sont dans la salle.
Un enjeu aussi, alors plus conjoncturel, mais ce sera peut-être abordé dans le débat, et ce n'est pas un enjeu qui est simple. On voulait préciser notre position sur la fiscalité. La fiscalité éolienne en mer, alors effectivement le secrétaire d'État a fait des annonces en la matière. Alors c'était dans le Marin aujourd'hui, j'ai pas pu lire l'article jusqu'au bout, mais je pense que c'était en gros pour faire les vases communicants entre l'utilisation de la taxe dans l'accompagnement de la transition énergétique. Alors nous, effectivement, du côté de la filière, on s'est toujours positionné en faveur d'une taxe éolienne en mer, mais en tout cas d'un accompagnement des filières économie maritime, notamment la pêche, les collectivités, la SNSM surtout, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, à un moment où on s'éloigne des parcs, et évidemment l'OFB et les projets environnementaux. Par rapport à l'enjeu qui est le nôtre maintenant, qui est la définition de la répartition de la taxe en zone économique exclusive, bon, finalement, est-ce qu'on peut rappeler un peu nos positions et comment on voit les choses sans rentrer forcément dans les chiffres de combien on veut verser sur la taxe, puisque ce n'est pas nous qui choisissons. Je vais même aller un peu plus large. Je pense que le dernier livrable, en effet, du débat public, ça va être un petit peu les conditions du développement. Et dans les conditions, ça implique en effet la fiscalité d'une part, mais aussi les conditions d'appel d'offres, et notamment aussi économiques, socio-économiques. Donc sur la fiscalité, la position de la filière a toujours été claire. La fiscalité actuelle en eau territoriale, on ne la change pas, elle est établie et on continue comme ça a été fait jusque-là. La fiscalité en zone économique exclusive, l'objectif c'est qu'aujourd'hui on a l'impression qu'elle est disproportionnée par rapport au coût aujourd'hui ou au prix, au tarif finalement que représente l'éolien en mer. On avait estimé que cela pouvait représenter jusqu'à 15% des tarifs auxquels les derniers projets ont été attribués. Et surtout que ça représentait des centaines de millions par an en fait pour la communauté. Et la question c'est comment les ventiler. Et donc on voulait revenir sur des proportions qui nous paraissaient donc plus raisonnables, qui aussi reflètent maintenant à ces distances dont on parle, donc en zone économique exclusive, à 30-40 km des côtes, à la gêne, si je puis dire, que le parc éolien pouvait représenter pour la communauté. Et en effet d'utiliser en effet ces fonds pour l'accompagnement de la transition écologique d'autres filières et des communes qui sont aux alentours, notamment la filière pêche qui va avoir un gros enjeu de décarbonation, et même la filière maritime dans son ensemble, un gros enjeu de décarbonation de ses flottes. Donc ça c'est la vision globale qu'on en a aujourd'hui. On avait recommandé de revenir aux tarifs des IFER des autres énergies renouvelables, qui sont aussi assez similaires à celles de l'IFER du nucléaire. Donc avoir un système un peu d'équité, de cohérence parmi les filières énergétiques. En ce qui concerne les autres conditions, donc les conditions des appels d'offres, qui est aussi, je pense, un livrable du débat public, c'est donc sous quelles conditions on peut développer ça, quels sont les sujets importants pour les territoires. On va faire une petite pause. N'allez pas voir les innovations, restez ici. Et donc ça sera aussi un sujet de comment accompagner pour les futurs appels d'offres des cahiers des... Merci. Elle est équilibrée dans le... C'est de la pub pour Frédéric. Ça veut dire qu'on est un peu en retard. Donc les conditions et des cahiers des charges d'appel d'offres aussi. Donc qu'est-ce qui va être important pour le grand public et les territoires de prévoir dans les cahiers des charges. Mais en revanche, la filière vous enjoint à ce que ce soit désormais des choses qui soient standardisées, simples à mettre en œuvre, simples à suivre aussi pour les services de l'État. Parce que tout ce qu'il y a dans les cahiers des charges, ça a été dit et redit, vos candidats peuvent s'y engager. Maintenant, c'est essentiellement les conséquences derrière, c'est-à-dire de suivi qui va impliquer toute la chaîne d'approvisionnement et de suivi qui va être aussi assez lourde d'un point de vue administratif pour les services de l'État. Donc c'est comment arriver à quelque chose qui est opérable, suffisamment lisible et simple pour les opérateurs et la filière industrielle et l'État, tout en étant certain qu'on puisse préserver en effet une industrie européenne forte. Dernier point peut-être sur le raccordement, en miroir de ce qu'on disait sur le GT.
Alors, il y a un delta, effectivement. Du côté des développeurs, on voudrait le maximum de flexibilité, mais on voudrait que RTE arrive évidemment avant. Donc, là-dessus, on en plaisante, évidemment, mais du côté de la filière, on a une position d'équilibre qui est de dire quand même que on souhaite avoir de la flexibilité jusqu'à un certain point, mais qui permettent quand même à RTE d'anticiper un certain nombre d'étapes. Est-ce qu'on peut développer un peu ce point-là avant de passer la parole à Régis? Oui, toi. Ouais, moi, je passe la parole à... Alors, en effet, les derniers points. Donc, on avait dit que l'année dernière, on avait parlé de méthode, de volume et de délai. Méthode, on a fait le tour. Volume, on entend que voilà, maintenant, suite au discours de Belfort, on est relativement... on a été entendu et ça répond en effet aux besoins, surtout énergétiques de la France. Et dans les délais, on a un certain nombre de sujets, notamment toute la phase de débat public qui certes est nécessaire, mais prend aussi énormément de temps, mais que maintenant on mutualise, d'appels d'offres qu'on mutualise, merci, et il restera les permis et maintenant les recours associés. Et enfin, le raccordement, en effet, qui font partie de nos enjeux. On avait montré il y a un an des calendriers type au service de l'État qui montraient que ça prenait à peu près encore 12 ans entre l'initiation d'un projet par les services de l'État et la mise en service. Et donc, c'est comment arriver où, en effet, c'est finalement moins le porteur de projet qui a des étapes qui sont sur le chemin critique que maintenant les services de l'État suite à la loi ESSOC. Et on vient de toutes de les citer, débat public, appel d'offres, permis. Et puis ensuite, l'opérateur du réseau, donc RTE, pour toute la partie raccordement sur tout son périmètre. Et donc on est tout oui pour savoir ce que RTE a prévu pour pouvoir accélérer. J'ai presque même plus besoin de faire les transitions. Régis, effectivement, la cartographie des zones propices, c'est à terre et en mer. Alors récemment, je crois qu'on m'a demandé, mais pourquoi les zones à terre? Et donc, évidemment, la réponse est liée au raccordement. Raccordement, évidemment, à l'atterrage, mais pas seulement, jusque, évidemment, le réseau de transport, à proprement parler. Quels sont les livrables attendus aussi du côté de RTE Alors, à partir du moment où on aura les zones, on aura forcément les faisceaux de raccordement anticipés. Est-ce que, côté RTE, voilà, vous avez cette vision-là et comment vous l'appréhendez dans les grands travaux qui ont été lancés sur le bilan prévisionnel, sur le SDDR, donc le schéma décennal de développement du réseau, et dans les discussions aussi avec le régulateur pour préparer la suite? Alors, nous, ce qu'on attend concrètement de l'exercice de planification, c'est des puissances, des localisations et des dates. Voilà. Donc, truc simple pour un maître d'ouvrage industriel qui permet de dérouler une planification. Après, il faut que ce débat prenne le temps, justement, pour construire les bons équilibres, pour que les enjeux soient compris et pour que les compromis soient portables par l'ensemble des parties intéressées. C'est pour ça que derrière, on s'organise pour ne pas accumuler du retard, parce que sinon on serait dans le scénario B qu'a décrit Xavier, et un scénario B, c'est moche pour l'éolien offshore, parce que c'est seulement 10 gigawatts en service en 2035. Donc ça veut dire qu'on ne ferait pas plus de mise en service que ce qu'on a à peu près aujourd'hui en portefeuille avec les premières extensions. Donc du coup, pour anticiper la suite, il y a une stratégie simple, SMS. Donc SMS, standardisation, massification, simplification. Et c'est une stratégie qu'on essaye de construire vraiment de manière collective et en particulier avec la DGEC, avec les services de l'État, puisque sur la standardisation, nous ce qu'on porte, c'est des structures de raccordement simples, qui n'en est pas 36, donc on a proposé 2 structures, les 2 en courant continu, parce que le courant continu, c'est ce qui permet de se positionner relativement loin des côtes. On anticipe que ça sera plus acceptable si on est un peu plus loin des côtes. Et donc du 320 kV à 1,2 gigawatt de capacité, et puis du 525 kV, 2 gigawatts de capacité. Bien. Ça, c'est pour nous. C'est à nous de standardiser ça. Après, comme le disait Nicolas, et tu l'as interrogé dessus, on essaye aussi de standardiser l'annexe raccordement du cahier des charges des appels d'offres. Donc c'est l'objet de cette fameuse, voilà, l'annexe numéro 7. Donc c'est l'objet de cette fameuse concertation
qu'on préside sous l'égide de la DGEC ou qu'on copilote avec la DGEC. Enfin, à la fin, c'est quand même les services de l'État qui décideront de ce qu'il y a dans cette annexe 7 standardisée. Et sur les flexibilités, je pense que c'est important aussi qu'on puisse regarder ce qui est fait, par exemple, en Allemagne en termes de planification de la prescription industrielle sur les parcs et sur notamment les niveaux de tension des câbles interéoliennes. Finalement, les flexibilités qui sont demandées, elles sont plutôt concertées en amont, puis définies pour une certaine période avant d'être revues. Et c'est un travail assez intéressant parce qu'il mobilise tout l'écosystème industriel. Donc c'est aussi de nature à permettre à tout le monde, finalement, d'avancer à peu près au même pas pour réussir les enjeux climatiques. Donc ça, c'est la standardisation. Sur la massification, je suis en train de lancer toute une série d'achats groupés qui représentent au global à peu près 5000 km de câbles à acheter et une douzaine de plateformes en mer avec lesquelles on va associer une dizaine de stations de conversion courant continu. Bref, c'est énorme. Ça représente à peu près 18 milliards d'euros pour sécuriser 15 gigawatts de construction d'éolien en mer. Et pourquoi on le fait maintenant? On le fait maintenant pour deux raisons. La première, c'est que si on ne le fait pas maintenant, compte tenu de la tension sur les marchés, on ne sera pas capable d'avoir les slots de production pour être au rendez-vous de 2035. Et on le fait maintenant aussi pour pouvoir finalement travailler la résilience de la chaîne industrielle. Et donc, on sait qu'il y a des tensions sur les capacités. Ça peut être l'occasion d'orienter le développement de nouvelles capacités de production en Europe, voire en France. Peut-être pour donner un ordre d'idée, Régis, aujourd'hui en Europe, on a 33 gigawatts d'offshore en service. L'objectif, la déclaration mer du Nord. 300. Voilà. Alors, il y a 300 à 2050, mais à 2030, c'est 120 gigawatts. Donc, c'est multiplié par 4. Donc, effectivement, sur les slots de sécurisation des composants, voilà, ça parle de soi-même, finalement. Ouais. Et dernier point, simplification. Alors, la massification côté État, c'est les gros appels d'offres. Donc, soit une fois 10 gigawatts, soit deux fois 5 gigawatts. Mais en tout cas, je pense que le principe de la massification dans les attributions de parc est également là. Sur la simplification, pour nous, c'est de pouvoir bénéficier de nos autorisations avant celles du producteur. Je pense que c'est un sujet sur lequel on va se tester avec Centre-Manche 1. Je pense qu'on peut y arriver. En tout cas, on est tous à peu près convaincus de l'intérêt de permettre aux gestionnaires de réseau de pouvoir finalement lancer la fabrication de ces ouvrages en avance de phase par rapport au parc. Donc c'est simple dans l'idée, c'est pas si simple que ça dans la mise en pratique. Donc on a un peu de travail en commun. Et je pense qu'un des éléments de simplification côté État, à moyen terme, c'est probablement d'aller sur finalement un modèle de maîtrise d'ouvrage public étendu, le modèle néerlandais, où l'État finalement assure la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la purge des autorisations. Pour le coup, c'est des projets dérisqués pour les développeurs. Et donc derrière, ça peut aller beaucoup plus vite pour les porteurs de projets. Et en même temps, ça permet au GRT de continuer simplement à anticiper ces ouvrages de raccordement. Mais ce qui suppose effectivement que les services de l'État soient bien dimensionnés pour faire le travail de développement, ce qui n'est pas exactement encore tout à fait le cas aujourd'hui, y compris sur l'émission de la loi ESSOC. Enfin, je fais un pas de côté pour Nicolas Closset, qui a peut-être demandé plus de crédit dans le projet de loi de finances 2024, mais bon, voilà, je dis ça au passage. Peut-être sur RT, avant de passer la parole à Daniel QF qui est en ligne, sur la vision projet, donc parc éolien en mer et raccordement, ça a quand même déjà été testé sur Dunkerque, cette nouvelle forme de projet, où effectivement vous avez synchronisé côté maître d'ouvrage et RTE, les demandes d'autorisation et surtout la vision projet dans les études d'impact, etc. Alors, l'autorité environnementale, elle n'a pas dit que ça, mais en tout cas, elle a salué ce point positif-là du côté de RTE avec le porteur de projet. Donc, on verra bien. Il se trouve que c'est le même porteur de projet pour la O4, donc peut-être que effectivement, ce sera assez fluide de ce point de vue-là. Je ne sais pas si tu voulais compléter par rapport au... Parce que
On Ça va pose voir. toujours Enfin, ça pose moi, toujours la le question de la retour d'expérience, synchronisation, en fait. le retour d'expérience que je fais des autorisations à caractéristiques variables, c'est pas la simplification. On a multiplié par 4 le volume des études. On a dû se mettre d'accord sur les méthodologies des bureaux d'études. Donc c'est une belle idée, mais dans sa mise en œuvre, c'est pas si simple. Et encore une fois, je comprends qu'aujourd'hui on soit avec des autorisations à caractéristiques variables à partir du moment où le développeur doit porter les autorisations, doit couvrir le risque de purge de ces autorisations avant de lancer ses appels d'offres, puis la construction et l'installation de son parc. Donc au moment où il est désigné, il y a 8 ans devant lui. C'est d'ailleurs pour ça que le lauréat de l'AO4 mise sur des turbines de 20 voire 24 MW unitaires, parce qu'il a beaucoup de temps devant lui et qu'il se dit qu'il peut y avoir des innovations technologiques, ce qui est tout à fait vrai. Mais justement, ça donne une flexibilité, mais derrière, dans le processus de délivrance des autorisations avec les caractéristiques variables, ça rajoute tout un tas d'éléments encadrant. Et si en plus on veut rajouter à ça une forme de désynchronisation dans l'obtention des autorisations pour les ouvrages de raccordement par rapport à l'obtention des autorisations pour le parc, on se rajoute un degré de complexité. Réduire peut-être les enveloppes pour avoir un peu plus d'hypothèses figées. Merci beaucoup Régis. Est-ce que Daniel, vous nous entendez? On vous voit à l'écran? Oui, je vous entends. Super. Je vous entends très bien. Ben voilà, on vous affiche même sur le grand écran. Bienvenue. Merci de votre participation. Elle est attendue. Vous avez écouté ce qui s'est dit précédemment sur notamment l'association des régions, la région Bretagne évidemment a fortiori, dans l'exercice de planification spatiale maritime. On avait eu cette expression de Loïc Chenet-Girard au mois de juin. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur la volonté de la région Bretagne, ou sa façon de voir les choses dans l'exercice qui s'ouvre à nous, à savoir d'abord le débat public et puis après, effectivement, la transposition dans les documents stratégiques de façade? Oui, bonjour tout le monde. Je suis vraiment très désolé de ne pas être à vos côtés. J'avais tout fait pour être présent, car je considère que c'est un moment important, votre colloque, par rapport à la période qui s'annonce. Mais voilà, les accidents de la vie font que je ne peux pas me déplacer actuellement. Mais pour répondre à votre question, c'est vrai que nous attendons depuis tellement longtemps le déploiement des énergies marines renouvelables, depuis tellement longtemps, que l'État prenne une décision, que nous ne pouvons être que satisfaits aujourd'hui de voir les choses s'accélérer et d'avoir une planification qui est en vue. Donc ça, c'est un point important pour nous. Et deuxième point qui vient tout de suite après, c'est que nous avons en Bretagne une certaine expertise, pour le coup, du débat public, une certaine expertise de la concertation, à la fois pour la baie de Saint-Brieuc, qui a mis 14 ans quand même à sortir le premier électron, avec beaucoup de difficultés d'acceptabilité, beaucoup de négociations avec les ONG, les pêcheurs, les collectivités, beaucoup de soucis politiques également qui se sont entremêlés là-dedans. Et donc, nous y sommes arrivés parce que nous avons décidé, en tant que région, d'être aux côtés de l'État et de RTE sur ces questions-là. Nous sommes associés aussi à l'AO5, notamment dans le débat préparatoire, dans l'enquête publique, mais également dans le cahier des charges, même si sur ce cahier des charges que nous avons travaillé en concertation avec la DGEC reste relativement décevant parce que, in fine, nous sommes contraints par des règles européennes qui mettent le prix à 75% comme important. Mais le dialogue concurrentiel que nous avons pu avoir avec les 9 opérateurs autorisés par l'État à concourir nous permet d'être confiants sur le retour local, le local content, sur le fait que les industriels ont bien compris l'importance de travailler avec un territoire et voire même l'avantage économique que cela pouvait avoir. Et là, aujourd'hui, depuis ce matin, nous sommes ici en émoi, en Bretagne, parce qu'il a été annoncé par votre présidente et peut-être confirmé par la ministre, que pour aller vite, il faudrait se lancer dans l'éolien posé, d'abord. Donc il est évident que la Bretagne qui se prépare à de l'éolien flottant, pour deux raisons, une raison industrielle, notamment avec l'aménagement du port de Brest, et d'autre part pour des raisons d'acceptabilité, et ben ça veut dire que c'est pour nous quelque chose qui ne pourra pas recevoir l'adhésion du tout de la région Bretagne.
À partir de là, nous avons réussi avec le gouvernement, avec un certain retard, à faire reconnaître, si vous voulez, notre Parlement de la mer, qui a été instauré par Conseil d'État en 91, je crois. Et là, il était oublié dans le débat de façade, comme si nous n'avions pas inventé quelque part une méthode bretonne, une concertation bretonne, comme si nous n'avions pas participé au débat avec ce capital important de concertation. Je rappelle que ce Parlement de la mer, il est co-présidé par le préfet maritime, le préfet de région et le président de région. Il regroupe l'ensemble des filières aujourd'hui concernées ou intéressées ou impactées par les questions d'aménagement maritime de façade. Alors, je ne peux pas vous dire aujourd'hui quelle sera la position de ce Parlement de la mer, mais nous avons reçu avant-hier donc une lettre de 4 ministres nous disant oui, votre Parlement de la mer sera inclus dans le débat public qui s'annonce. Donc pour nous, ça nous va parfaitement. Alors qu'est-ce qu'aujourd'hui notre Parlement dit? Il n'a pas statué, il travaille par groupe, il est très inquiet sur les questions d'enjeux, c'est quelque chose qui est important. Quels sont les enjeux? Nous avons des inquiétudes quant à une espèce de privatisation de l'océan. Nous sommes très attachés à ce que l'océan soit pour tous, que ce soit un espace pour tout le monde, et qu'on ne trouve pas les moyens de privatiser qui pour la pêche, qui pour l'énergie, qui pour la biodiversité, qui pour le nautisme, mais que nous avons à travailler sur des fonctions d'usage, et c'est ça qui déterminera, je pense, beaucoup les débats qui vont avoir lieu, 4 débats, je crois, qui sont prévus en Bretagne. Donc, c'est un élément important. Nous serons, de ce débat, je veux dire, est un élément important. Nous serons présents. Mais déjà, nous pouvons savoir que ça va être compliqué pour l'aménagement de façade. Ça va être très, très loin des gens. Donc, nous risquons d'avoir des débats, des réunions publiques. J'en ai fait tellement sur la O5 que je peux vous dire déjà quels vont être les thèmes qui seront abordés par les gens qui seront présents. D'une part, nous n'avons pas besoin de cette énergie offshore. Pourquoi? Parce qu'il suffit tout simplement de réduire notre besoin de consommation. Donc vous avez tout un tas de gens qui viennent, qui sont mobilisés, qui sont bien équipés, bien bordés sur le plan intellectuel, qui sont mandatés par des associations, qui vont tenir ce discours-là. Vous allez avoir un autre discours qui va être de dire nous n'avons pas besoin non plus d'énergie offshore parce que nous avons le nucléaire. Là aussi, nous avons des gens qui se mobilisent, des réseaux qui se mobilisent, qui viennent par exemple sur Belle-Île, sur l'île de Belle-Île, à un débat public. Je demande aux maires, mais connaissez-vous ces personnes? Les maires me disent, mais non, on ne les connaît pas, on ne les a jamais vus. Quand vous reprenez le bateau pour retourner sur le continent, vous revoyez ces gens avec vous dans le bateau. Donc vous voyez bien qu'ils sont mandatés pour tenir un discours pro-nucléaire contre le développement des énergies marines offshore, s'appuyant des fois, et même très fortement, sur Jean-Marc Jancovici, par exemple. Donc, et puis enfin, tous les intérêts contrariés, je dirais, ou soucieux, dont certains sont extrêmement légitimes, la pêche par exemple, mais qui vont essayer de voir qu'il ne se passe rien, parce qu'il ne peut pas se passer quoi que ce soit sur mon paysage, et on ne peut pas porter atteinte à quoi que ce soit, on ne peut pas bouger. Donc il y a un certain nombre de difficultés là aussi qui vont être portées. En tout cas, le président de région et moi-même avons défini une politique centrale qui est de dire nous voulons mettre au même niveau d'importance, au même niveau d'urgence, et la pêche, et la biodiversité, et le déploiement offshore, le tout raccordé à une politique portuaire efficiente. Voilà un peu le cadre de notre état d'esprit, je dirais, aujourd'hui en Bretagne. Merci beaucoup, Daniel QF. Alors, peut-être pour adoucir un peu l'émoi breton, ce que la présidente de France Renouvelable a indiqué, c'est que à la maille nationale, l'éolien en mer posée présentait des atouts intéressants du point de vue de la compétitivité et de la maturité, et qu'il ne fallait pas l'oublier au détriment d'un offshore flottant qui serait prépondérant. C'est juste ce qu'elle a rappelé, et elle n'a pas mentionné la région Bretagne dans sa référence. Voilà, donc je ne sais pas si ça
adouci les mois bretons, mais en tout cas, c'est ce qui a été dit. Et je pense aussi, mais on n'a pas forcément abordé le sujet avec Régis, mais il y a quand même des verrous technologiques liés aux flottants aujourd'hui. Si on l'éloigne beaucoup trop des côtes, à court terme, on n'est pas forcément en mesure de raccorder des grandes puissances. Voilà, donc ça se fait finalement assez progressivement. Et je crois que dans une audition auprès de l'Office parlementaire pour les choix scientifiques, je ne sais jamais l'acronyme, l'OPEST, il avait été indiqué qu'on aurait entre peut-être 50% et 2/3 d'éoliens flottants à horizon 2050 sur la totalité de la puissance installée. Mais voilà, peut-être que la vérité sera entre les deux, mais même si Régis, je sens qu'il va réagir. Non, non, mais pour fixer les choses, c'est pour être autour de 50 gigawatts d'éolien en 2050, c'est moitié de parcs posés, moitié de parcs flottants, à peu près. Et après, sur le raccordement, nous, on sait faire du raccordement posé plus loin que là où on bascule en flottant pour les turbines, donc de l'ordre de 100 mètres. Évidemment, un coût qui croît avec la profondeur. Et après, au-delà de 100 mètres, par contre, il faut vraiment qu'on puisse maîtriser les technologies du raccordement flottant, donc les câbles dynamiques de forte puissance, le comportement des composants électrotechniques dans des environnements un peu agités. Donc il y a un peu de R&D. Nous, ce qu'on vise, c'est d'avoir une première plateforme flottante industrielle aux horizons de 2040. Donc ça veut dire qu'en fait, les 18 plus, enfin les 26 gigawatts entre ceux qui doivent être les 18 en service à l'horizon 2035 et puis le complément pour avoir 18 gigawatts de perspective dans les débats de l'horizon PPE seront tous avec du raccordement posé. Merci pour la précision, Régis, et merci, Daniel, pour votre contribution. Finalement, on a inversé le cours des débats publics. D'habitude, ce sont les maîtres d'ouvrage qui sont silencieux, qui éventuellement s'expriment en fin de réunion. Et là, on a inversé, c'est la CNDP qui a tout écouté et qui va réagir. Mais ça ne va pas durer longtemps, puisque à partir de mi-novembre, a priori peut-être, on va démarrer ce débat public. Florent Gagneur, c'est un débat d'un nouveau genre, effectivement, puisqu'on n'a jamais fait ce type de débat un peu prospectif. On l'avait déjà fait pour après la loi ESSOC sur un modèle un peu différent, mais là, c'est un nouveau genre. Finalement, quelles sont vos attentes après tout ce que vous avez entendu? Peut-être faire un petit rex aussi de la réunion d'hier qui était fort intéressante avec les parties prenantes sur ce qu'elles-mêmes attendaient, sur la première ébauche de ce que vous imaginez avec l'équipe de la CNDP. Alors l'avantage de parler en dernier, c'est que beaucoup de choses ont été dites. D'abord, bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation à cet échange, à ce débat pré-débat, hein, si j'ose dire. Donc je me présente quand même, je suis Florent Gagneur, je suis vice-président de la CNDP depuis 2018 et donc j'ai été désigné pour présider les procédures de débat public sur les 4 façades maritimes. Donc je cumule en effet, mais c'est pour mieux coordonner, puisqu'en effet ces débats publics ont vocation à être mutualisés, c'est-à-dire avoir lieu en même temps avec une méthodologie commune. Juste avant de répondre à votre question, juste un mot sur la CNDP, parce que je ne sais pas si tout le monde a vraiment en tête le rôle précis de la CNDP. Hein. Donc la CNDP, c'est simple, son rôle, c'est une autorité indépendante qui défend un droit, qui veille au respect d'un droit simple, c'est le droit de tout le monde, toute personne, de participer aux décisions qui impactent l'environnement. C'est pour ça qu'il existe en France un certain nombre de procédures que la CNDP garantit ou organise. Et dans ce cadre, son rôle, il est assez simple, enfin assez simple. C'est un rôle simple avec de grands défis. Elle veille à la transparence et la complétude de l'information, hein, puisque pour pouvoir participer à un débat, pour pouvoir participer à l'élaboration d'une décision, il faut avoir accès à cette information. Et c'est un vrai enjeu et un vrai défi. D'ailleurs, ça a été soulevé par bon nombre d'entre vous et ça va être un défi particulièrement pour ce débat. Je vais y revenir. Ensuite, on organise des échanges. Donc, on définit la méthode qui permet d'organiser les échanges, l'échange d'arguments entre public, puis entre public et décideurs éventuellement. Ensuite, on fait le compte-rendu du débat, c'est-à-dire qu'on restitue à la fin la parole du public. Et enfin, dernier point, c'est qu'on organise ce qu'on appelle la reddition des comptes, c'est-à-dire la phase décisionnelle. Tout ça étant des phases, hein, comme vous le savez, encadrées par la loi,
puisque le décideur devra décider 2 mois après le débat public, pendant une phase qui dure 3 mois. En effet, ce débat public, donc ces débats publics en l'occurrence de planification maritime, sont différents, ils sont uniques. Ils sont uniques, et ce n'est pas un élément de langage de ma part de le dire, hein, ils sont uniques dans un certain nombre sur un certain nombre de points. D'abord, ils sont uniques par l'ampleur de ce qui est mis en débat, et c'est ça la principale différence avec 2018, les documents stratégiques de façade. Les 45 gigawatts d'éolien en mer, ça change tout. Ça change tout, et c'est particulièrement concernant pour le public, mais ça vient aussi changer une planification maritime déjà extrêmement sous tension, pour différentes raisons en fonction de la façade maritime où on est. Hein. Dans la Manche, c'est parce que on est sur des espaces extrêmement contraints, avec des enjeux qui sont complètement différents de ceux, par exemple, de la Méditerranée. Mais en tout cas, on est dans tous les cas sur des débats publics qui, en termes de thématiques et d'enjeux mis au débat, sont d'une ampleur inédite. Et d'ailleurs, on pourrait même aussi dire que la plupart des enjeux soumis au débat pourraient avoir leur propre débat public. Il y a quelques années, la CNDP avait été saisie par le ministère de l'Agriculture pour faire un débat public sur la politique agricole commune. On pourrait imaginer un débat public sur la pêche. On pourrait imaginer un débat public sur l'aménagement des ports. On pourrait imaginer un débat public sur les aires marines protégées. Et là, il s'agit de tout traiter sans rien survoler, puisque l'objectif, c'est quand même aussi de rentrer en profondeur. Donc unique dans ce sens-là. Unique aussi dans le sens où c'est 4 procédures, puisqu'il y a 4 documents stratégiques de façade, 4 façades maritimes administratives en France, 4 procédures qui ont vocation à aller vers une procédure unique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un président unique. Mais ça permettra de traiter des enjeux communs entre les façades, qui vous concernent d'ailleurs particulièrement, mais au-delà de ça, d'essayer aussi d'intéresser tous les Français à ce débat, pas uniquement les publics des littoraux, même si évidemment on va territorialiser ce débat sur le littoral, c'est une évidence. Notre enjeu, c'est aussi de mobiliser et d'intéresser tous les Français pour des raisons qui ont déjà été évoquées d'ici, hein, sur par exemple, le prix de l'électricité sera partout le même, mais même si on prend du point de vue de l'état écologique de la mer, la responsabilité, c'est nous tous, nous toutes et tous. Donc de ce point de vue-là, ils seront aussi uniques. Et enfin, uniques dans le sens où derrière, il n'y aura plus de débat public sur les projets comme c'était le cas auparavant. Mais, mais il y aura peut-être, après attribution, selon la volonté aussi du lauréat, de faire appel à la CNDP, par exemple, pour une concertation avec garant spécifique au projet. Ça, c'est des choses que vous faites aussi sur... pas forcément que sur l'offshore, sur le terrestre aussi, ça peut arriver d'avoir... Alors sur le terrestre, ça arrive extrêmement rarement. Moi, depuis projets, que je suis à la CNDP, c'est arrivé que 2 ou 3 fois parce que les projets sont trop petits en fait, ils sont en dessous des seuils. Et pour les futurs parcs d'éolien en mer, oui, bien sûr, c'est une possibilité. Hein. Ce serait une possibilité de nous saisir pour des concertations avec garant. Mais en fait, il y a quand même un gros changement de perspective, c'est-à-dire qu'autrefois, on débattait de projets dans un espace. Aujourd'hui, on va débattre de l'espace dans lequel on envisage des projets. Et c'est même pas on envisage des projets, on envisage un programme, un volume. Ce qui fait que, oui, le changement de perspective est totalement différent, le changement de méthode aussi. Et d'ailleurs, comme vous l'avez dit, on en a longuement discuté depuis qu'on a été saisi, puisque la méthode, la CNDP, elle ne la fait pas toute seule dans son coin, elle l'a fait avec vous toutes et tous. C'est d'ailleurs avec les acteurs, on travaille aussi énormément avec les scientifiques, même avec le public. Hein. J'en dirai un mot si j'ai le temps. Mais je voudrais quand même bien insister sur les 2 enjeux de ce débat. Bien qu'il y ait beaucoup d'enjeux de ce débat, et on verra l'année prochaine si on a réussi collectivement à atteindre les 2 enjeux de ce débat, puisqu'ils ont déjà été cités et je partage les 2 enjeux de ce débat. Le premier enjeu, c'est la mobilisation. On a un enjeu extrêmement important de mobiliser le public et de mobiliser tous les publics, parce que comme l'a dit le vice-président de région, il faut qu'on sorte aussi d'aller mobiliser les publics qui viennent spontanément. Donc il faut qu'on aille chercher les publics qui sont dits éloignés de la décision, c'est-à-dire ceux qui ne viennent pas spontanément, ceux qui ne sont pas spontanément intéressés par ces sujets. Il faut aussi aller chercher les publics jeunes, puisqu'on parle de décisions de long terme, voire de très long terme, de décisions de prospective. Donc c'est quand même les publics les plus concernés qu'il faut aller les chercher, ce n'est pas une mince affaire. Et tout ça, c'est des défis méthodologiques importants.
sur lesquels nous travaillons très activement. Alors, la CNDP a 25 ans d'expérience méthodologique, mais enfin, il n'y a pas que la CNDP aussi. En termes de participation du public, les méthodes sont quand même connues et expérimentées dans les collectivités territoriales et puis à l'international. Donc, là-dessus, on a pas mal d'éléments sur lesquels reposer, sur savoir comment aller chercher ces publics et comment recueillir leur avis. Mais la mobilisation et l'inclusion des publics est un enjeu méthodologique très important. Et le deuxième enjeu, hein, qui a été soulevé par la plupart d'entre vous, et d'ailleurs est souvent soulevé entre nous quand on en discute et quand on a discuté hier lors des réunions de travail, c'est l'enjeu de l'information. L'information des publics. Et là-dessus, il y a 3 niveaux d'enjeu. Le premier enjeu, c'est de récupérer, nous, cette information. Parce qu'il y a effectivement l'information que détient l'État aujourd'hui, mais quand on parle de prospective, il y a l'information de long terme. Donc il y a établir la connaissance, mais établir aussi la non-connaissance. Puisque la planification, c'est identifier de quoi on va avoir besoin, qu'est-ce qu'on va avoir besoin de savoir pour pouvoir décider de quoi et quand. Donc il faut faire cet état des lieux, et ça se fait principalement avec la communauté scientifique, hein, mais pas que d'ailleurs. Mais cet état des lieux est un préalable nécessaire. Ensuite, une fois que cet état des lieux est fait, le deuxième enjeu, c'est de transcrire cette connaissance. Alors là-dessus, nous, on a l'habitude de travailler beaucoup avec des spécialistes de la data, qui travaillent avec le GIEC et d'autres instances, l'OCDE et autres, hein, pour savoir comment porter la connaissance complexe à connaissance du public, quelles sont les données qu'il va falloir mettre en avant et comment. Mais tout ça, c'est un travail de longue haleine et très important. Et enfin, le troisième enjeu de l'information, c'est de sa diffusion. Donc il faut récupérer l'information, il faut la mettre en musique, il faut la diffuser. Et là-dessus aussi, on travaille beaucoup avec des spécialistes. Alors là, il y a le différents canaux utilisables. Hein, ça va du youtubeur de vulgarisation scientifique aux médias. Mais en tout cas, tous les canaux sont actuellement exploités pour que le débat public puisse répondre à cet enjeu d'ampleur. Après, il y a d'autres défis hein, qui ont déjà été évoqués entre nous. Le défi du fact-checking, le défi de l'information, de la diffusion de l'information scientifique qui est souvent extrêmement complexe. Tout ça, on est en train d'y travailler de manière très proactive, puisque, comme vous le savez, la phase de préparation d'un débat, c'est ce qui détermine le succès d'un débat. On a souvent tendance à penser que la phase la plus importante, c'est la phase du débat. C'est évidemment une phase très importante, c'est parce que c'est celle la plus visible. Mais ce qui est tout aussi important, c'est ce qui se passe avant et ce qui se passe après. Ce qui se passe avant, parce que ça va déterminer le succès du débat. Hein. C'est là où on doit concevoir sur mesure une méthode qui est adaptée au territoire, adaptée aux enjeux, adaptée au processus décisionnel, adaptée aux acteurs, adaptée aux usages du public, etc., aux attentes, aux besoins. Et enfin, ce qui se passe après, parce que c'est là où on raccroche à la décision, c'est là où on voit l'utilité aussi du débat. Donc les phases préparatoires et les phases post-débat. Merci beaucoup. En termes de calendrier, ça nous emmène où à peu près? Alors, on a compris que c'est la réunion plénière de la CNDP qui validerait ou non le DMO et le calendrier. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu les grandes étapes et la durée du débat prévisionnel? Juridiquement, pour que la CNDP puisse fixer le calendrier, il faut qu'on ait effectivement validé le dossier du maître d'ouvrage qui devrait arriver très bientôt. Donc pour l'instant, le calendrier reste encore très optionnel, même si je ne pense pas qu'il y ait un grand décalage, mais effectivement, on travaille sur un calendrier prévisionnel qui va de novembre à avril. Alors quelque part courant novembre, on va dire, jusqu'à fin avril pour le débat, ce qui fait que ça devrait entre 5 et 6 mois. À la suite des 6 mois de débat, il y aura donc 2 mois de restitution et ensuite 3 mois de phase réditionnelle. Alors effectivement, sur les modalités du débat, ces modalités sont aussi en construction. Hein, et encore une fois, nous, on veille vraiment à ce que ces modalités soient des modalités collectives. C'est-à-dire que tout le monde s'empare de ces modalités, puisque ça fait le lien avec ce que je disais jusqu'avant. C'est-à-dire que la mobilisation des publics, ça dépend aussi de vous, de la diffusion des modalités, de l'activation de vos réseaux, hein, aussi pour participer au débat public. Et tout ça, ce sont des éléments de son potentiel succès et utilité. En tout cas, sur le débat, si je devais résumer en quelques mots une méthodologie qui est en cours d'élaboration, hein, c'est un débat qui aura en partie
lieu en ligne, évidemment, mais qui sera aussi très territorialisé pendant plusieurs mois sur les façades, avec de nombreux événements qui seront différents entre les façades, puisque les enjeux, les problématiques, les acteurs ne sont pas les mêmes entre les façades maritimes. Un enjeu également de cartographie, ça a été dit aussi, hein, c'est-à-dire que, et d'ailleurs la loi le précise, les DSF doivent établir des cartographies et le débat doit éclairer l'élaboration des DSF. Donc il y a cet enjeu aussi de la cartographie. Donc la méthodologie du débat est quand même orientée vers l'établissement de scénarios cartographiques. Et de hiérarchisation des enjeux, puisque vous le disiez tout à l'heure très justement, hein, il y a des enjeux à hiérarchiser, et pour hiérarchiser des enjeux, il faut que le public ait conscience des conséquences des choix. Installer les éoliennes plus loin, ça a des répercussions, des conséquences sur les coûts de l'électricité, et on pourrait dire la même chose sur tous les enjeux, et il faut porter cette complexité à connaissance du public, et dans un débat, il faut hiérarchiser, et donc il faudra que le public hiérarchise. Enfin, en tout cas, propose sa hiérarchisation afin d'arriver à des cartes de scénario. Donc ça fait pas mal de défis méthodologiques, mais comme je vous ai dit, on se reverra dans un an pour voir si on les a tous remplis. Et exactement, j'allais dire, je ne vous dis pas l'année prochaine, puisqu'il y en a encore un peu de travail d'ici là. Peut-être pour terminer, Florent Gagneur, en tant que président du débat qui va s'ouvrir, qu'est-ce qui vous ferait dire en fin de débat, finalement ce débat il est réussi, quels éléments, on a bien entendu que c'était complexe, multiple, qu'il y avait énormément d'acteurs, mais qu'est-ce qui gagnerait votre satisfaction en fin de débat? Disait, voilà, là je pense qu'on a fait un bon débat et qu'on va en retirer quelque chose d'utile pour éclairer le décideur. Alors ça, c'est une question extrêmement difficile dont, en général, on peut répondre qu'à très long terme, puisque très souvent, un débat, on a l'impression qu'il ne se passe rien, et quelques années, voire quelques décennies plus tard, ou lorsque, par exemple, le projet évolue ou est en construction, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'a pas été vu, et c'est là où on accuse le débat. Donc c'est très difficile de répondre à cette question, parce que c'est une réponse que l'on saura dans le temps. Est-ce que le débat aura réussi à tout mettre sur la table et qu'il n'y aura pas de surprise dans les suites de l'élaboration des projets? Je précise tout de suite d'ailleurs que ce n'est pas un débat que sur l'éolien, puisque c'est un débat sur la planification maritime, donc sur l'espace maritime, et qu'il y a effectivement des enjeux d'éolien, compte tenu du volume qui est envisagé, mais aussi plein d'autres enjeux qui sont très complexes et tout aussi importants, comme par exemple sur la protection de la biodiversité ou autres. En règle générale, les chercheurs qui évaluent à la CNDP, puisque nous on ne s'auto-évalue pas, on est évalué par des centres de recherche, ils regardent trois choses. Ils regardent l'impact que le débat a eu sur la décision, c'est-à-dire est-ce que le débat public a fait bouger les projets tels qu'ils étaient envisagés. Et là-dessus, on constate un tiers, c'est-à-dire un tiers de projets qui évaluent de manière substantielle pendant le débat, un tiers dont le projet bouge, mais on considère que ce n'est pas de manière substantielle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une alternative au projet qui est retenu. Et puis un tiers où les modifications sont mineures, mais dans tous les cas, il y a toujours des modifications. Après, on regarde aussi les effets que ça a sur les collectifs, les effets que ça a sur le territoire et les effets que ça a sur les personnes. Si vous vous rappelez la Convention climat, par exemple, ça a eu un effet beaucoup sur les conventionnels, les membres de la Convention climat. Certains sont devenus des militants, certains sont devenus des politiques, d'ailleurs, ont même été élus. Donc on regarde aussi ces effets-là, les effets que ça a, on essaie de mesurer les effets que ça a sur les participants. Donc il y a différents paramètres pour mesurer l'utilité et l'effet d'un débat en dehors de l'effet que ça a sur la décision. Voilà, pour faire le lien avec ce que je disais juste précédemment, c'est-à-dire que est-ce qu'on aura informé correctement le public, d'autant plus s'il n'y a plus de débat public derrière sur les parcs éoliens en mer, donc il y a un enjeu d'information de public et un enjeu de mobilisation, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura eu une forte participation, mais la forte participation ne suffit pas en elle-même, c'est-à-dire il faut que les publics qui aient participé soient variés. À mon avis, c'est ces deux points qui, moi déjà, pourraient faire qu'à la fin du débat, on sera en partie satisfait si on aurait au moins réussi à informer correctement les publics, tous les publics, des enjeux qui se posent et qui vont devoir être décidés l'année prochaine. Et est-ce qu'on aura réussi à mobiliser et à avoir une participation forte, mais une participation inclusive? C'est déjà les deux premiers points, à mon avis, qui pourraient être
un facteur de réussite. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à vous, Daniel QF en ligne. On peut les applaudir.